Engel. Pour la dernière de la saison, je vous demande de faire un tonnerre de clics pour Enya Barou. Je t'entends vraiment pas hyper bien. Heureusement que tu m'entends rien de l'autre côté, c'est hyper bien sonorisé. Bienvenue. Merci beaucoup. La réplique avec Ambre Larazet. On va commencer par une grimace. C'est super. Les gens, il y a des gens qui regardent le podcast. Ah oui, t'allais vraiment faire la grimace de base, genre. La grimace des gens qui osent pas trop faire une grimace pour pas être trop moche. Genre. Non, en vrai, j'en ai une qui est moche, mais qui use le double menton et flemme. Après, il y a des gens qui regardent le podcast sur YouTube et il y en a d'autres qui l'écoutent. Donc peut-être pour ceux qui regardent, pour leur faire plaisir. C'est un truc genre. Ah, c'est pas mal. Ça reste très mignon. Non, c'est pas mignon. Enya Barou, petite personne mignonne. Avant tout. Désolée, c'est comme ça, c'est ton apparence. J'ai beau essayer, mais ça marche pas. Vas-y, la tienne. Une grimace ? Non, mais moi je suis passée à autre chose, c'est fini ça. Ah bon ? Ah, mais moi je grimace en permanence. Ça va venir, je pense que ça va venir naturellement pendant le podcast. Je vais me mettre à faire des grimaces. Bien sûr. Bienvenue. Allez, stop. Bienvenue dans la réplique. Merci, bienvenue, merci beaucoup. Ambre. Enya. Enchantée. Enchantée. Mais pas un vent, s'il te plaît. Merci. T'as vu, je t'ai pas trop pris parce que comme parce qu'il fait chaud. Il faut que les gens sachent que là, si mes calculs sont bons, cet épisode sera diffusé au mois d'août. Oh, c'est le mois de mon anniversaire. Ça. Ah ouais ? Ouais. C'est quand ? Le 19. Bah franchement, ce serait ouf. C'est un quel jour cette année, tu sais pas ? Bon, à mon avis, ça va coïncider avec la sortie de... Qu'est-ce qu'on me dit en régie ? Ça va être le jour de l'anniversaire. Oh, c'est super sympa. Bon, en tout cas, ce sera ton cadeau, j'espère. Merci. Et donc là, on enregistre alors qu'il fait une chaleur de gueux. Une chaleur de gueux, ouais. Dans PRI. On parlait du fait qu'on sue. Enfin, je ne voudrais pas te dénoncer, mais... Si, là, c'est pour ça que j'ai mis la chemise. Hein. Pour cacher, je sais pas quoi. Pour contenir l'odeur. Contenir l'odeur, ouais. On parlait de ça en off. C'est vrai qu'on a parlé de déo. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires si vous avez des recommandations déodorants qui n'aiment ni la planète ni la peau, parce que pour l'instant, toutes les deux, on est en mode Nutri-Score Z. Nutri-Score Z et la planète va mal. Genre, vraiment, on a... Ouais, c'est bon, terrible. Et en plus, ça fonctionne pas. Non. Ce qui m'amène à ma première question. Est-ce que tu transpires en tournage ? Alors oui. Figure-toi que oui. Je transpire en tournage. Bah encore plus, parce qu'on est en panique. Tu transpires dans les costumes. En plus, parfois, ils demandent de pas mettre de déo. Pourquoi ? Ah, mais quand t'es comédienne, genre ? Bah genre, oui. Tu sais, dans les costumes d'époque. Ouais, oui. Bah, je sais pas, alors perso, j'ai jamais fait de film d'époque, en fait. Enfin, I'm sorry. Désolée si toi, tu as pu avoir la chance de faire ça. Ah ouais, on est dans ce genre de podcast, en fait. Ouais. Parce qu'on part compète. Un peu... C'est là pour la compète. Non, oui, on ne transpire pas, non, c'est vrai. Alors souvent, on te met des petits... Ah oui, des protège-slips. Voilà. Tu connais l'astuce. C'est vrai qu'on peut faire aussi ça dans la vie. Astuce chez vous. Petite astuce de comédien, de comédienne comme ça, parce que c'est vrai que ça peut servir dans la vraie vie. Si vous avez un événement important avec une veste, mettez des doses là, sous les bras. Et puis, je sais pas, moi, j'ai jamais testé. Bah, je crois que ça marche bien. Après, c'est juste que, voilà, si tu veux conclure ou pécho, après, c'est là, quoi. Donc, il faut pas l'oublier. T'enlèves ta veste quand bien même. Est-ce que ça ferait pas un épisode pour Fleur Bleue, dis donc ouais, super transition. Attends, il faut quand même que je te présente. Même si tu vas te présenter au fur et à mesure de ce podcast. Sachez, j'aimerais quand même j'aimerais m'auto-applaudir. Parce que comme c'est le dernier podcast de la saison, d'ailleurs, je suis ravie de te recevoir. Moi, je suis ravie d'être là. Podcast pour le dernier de la saison. J'ai décidé de le faire sans mes notes. Ah, putain. Et les gens qui suivent régulièrement ce podcast savent à quel point ça va être. Ça va être le bordel. Un bordel. Alors que vraiment, c'est pas compliqué. On discute de ta carrière. À un moment donné, il y a une question qui est posée par la personne d'avant. Toi, tu poses ta question et après, tu donnes ta réplique. C'est pas compliqué. C'est pas normalement. Si j'oublie rien. Ça devrait être hyper simple. Mais bon, après, j'aime bien. C'est le goût du risque, un peu de l'aventure, de l'inconnu. On sait pas trop où on va. On y va sans parachute, quoi. Total impro. Moi, j'aime. Bon, bah super. Donc, certains et certaines d'entre vous connaissent Enya Barou, car elle a fait un bijou. Un programme court qui, pour l'instant, compte 2 saisons. Oui, exactement. Tu peux nous parler de ce que tu veux à ce sujet, car moi, je ne peux rien dire, étant dans le secret professionnel, connaissant toutes les personnes signé un contrat de confidentialité, tout à fait. Qui ont créé ce programme. Fleur Bleue, mesdames et messieurs, que l'on peut retrouver sur Canal, oui. Et également sur les réseaux, oui. Comme, par exemple, YouTube, TikTok, Instagram. Pas du tout. YouTube et Instagram. Ouais. Et TikTok également, bien sûr. Ouais. Ouais. Je crois que c'est un peu partout. Je fais jamais, quoi.
Moi non plus. C'est la Gen Z. Hein. Ouais, et ça marche sur TikTok ? Je crois que ça marche pas mal, ouais. Les gens comprennent pas du tout ce que c'est. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la référence de « Ah tiens, c'est Fleur Bleue, c'est le programme de ces gens sur Canal ». Tu vois, c'est vraiment, les gens, ils disent « C'est quoi le film ?» Et il y a des gens qui disent « Je sais pas, mais c'est trop drôle ». Et donc, les gens savent pas ce que c'est des extraits qui sont balancés comme ça. Et voilà. Et il y a plein de commentaires rigolos. Je pense que ouais, les jeunes aiment bien. La jeunesse aime apprécie bien. le travail que tu as fourni aux côtés de Martin Darondeau et Cognita Tassel qui ont coécrit ce programme court. Et tu l'as réalisé avec Martin ? Ouais. C'est ça ? Oui, c'est ça. Bah oui, parce que comme je joue dedans, il faut bien que j'ai quelqu'un qui ait un regard affûté, et Martin est ce quelqu'un. Évidemment. Et du coup, ce programme, il est venu d'une envie de faire. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu t'es battu ? Est-ce que tu as dit « Wow, je vais faire mon long, là, dépêchez-vous, il me reste 6 mois pour faire un... » Mais comment tu sais ça ? Je sais tout, en fait. Putain, mais c'est fou. Ouais. Je sais pas, quelqu'un te citait en exemple. Je sais pas si c'était un auteur ou je sais plus qui, mais qui disait parfois faut foncer. Enya, elle s'est imposée, bon, écoutez les gars, on va arrêter de tergiverser. Je vais faire mon long à telle période. J'aimerais bien tourner Fleur Bleue avant. Ouais. Zut. C'est un petit coup de bluff, on va dire. Mais c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le jargon, faire. comme on dit, tu vois. Oh là là. C'était pas tellement du bluff parce que finalement, ce que j'ai bluffé, ce que j'ai dit en bluff est arrivé, donc c'est cool. Mais en fait, on a développé Fleur Bleue à un moment où mon film se développait pas. Enfin, ou en tout cas, il se développait, mais il se finançait pas, pardon. Et donc, avec Martin, on était assez frustrés. On avait envie de faire quelque chose, de tourner, quoi. Et on était un peu dans l'attente. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire de rapide, efficace, qui ne serait pas un long métrage ou une série, parce qu'en fait, ça va nous prendre encore 2 ans d'écriture. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire vite ? Trop bien. Et on a pensé à cette idée. Et ensuite, on a mis quand même 1 an à le vendre à Canal+. Mais c'est vrai que au début, Canal n'était pas hyper chaud parce qu'ils avaient déjà un programme avec une fille donc, qui est Pauline Clément, qui avait son programme il y avait déjà une Moitié. Fille. Aïe. Il y avait déjà une femme. Ouais. Donc 2, tu vois, c'est trop. 2 programmes de meufs. Bah, c'est pas possible. Non, en vrai, je plaisante parce que je pense que c'était surtout le sujet, tu vois. C'était des couples aussi, Pauline, et donc je pense qu'ils se voyaient pas avoir 2 programmes avec à chaque fois des binômes de couples, et ce que je comprends très bien. Mais à un moment, Pauline a arrêté. Et je la remercie d'ailleurs. Non mais voilà, je la remercie pas parce qu'elle a arrêté parce qu'on avait marre, je crois. Mais en tout cas, elle a arrêté de faire Moitié. Et donc là, on est revenu à la charge avec Martin en disant bon bah voilà, vous avez plus de programme de meufs maintenant, et il serait bien que ce soit nous. Et tout en disant un peu genre ouais, nous on a nos longs métrages qui arrivent alors qu'on n'était pas du tout financés et qu'on n'avait pas encore vraiment notre planning, quoi. On était un peu au chômage, en fait. C'est fou, ça. On a nos longs métrages qui arrivent et on n'aura plus le temps. Et donc, en gros, si on le fait pas cette année, on le fera jamais. Et si vous aimez bien un tout petit peu ce programme, c'est maintenant confiance, quoi. Ou pas, quoi. Mais attends, mais il y a plein de gens qui bluffent comme ça. J'ai beaucoup d'exemples comme ça autour de moi de gens qui osent foncer et en disant, en grossissant un peu le trait de leurs autres projets. Ou comme il y a des gens qui disent... qui vont chercher des financiers ou quoi, et qui vont dire, il y a Jay Michel, ou même les acteurs, parfois, il y a Jay Michel qui a dit OK, donc je te conseille, machin. Ça fonctionne. Personne vérifie. Je sais pas, ça doit fonctionner parfois non, tu vois. Mais je pense qu'il y avait quand même un intérêt pour Fleur Bleue. Je pense qu'il y avait un intérêt pour le programme et que peut-être que voilà, les gens de chez Canal se sont dit tiens, en fait, s'ils vont faire des longs métrages, c'est que peut-être ce serait dommage de passer à côté de ce projet-là. Je sais pas exactement quel a été le mode de pensée. Je pense surtout qu'ils se sont dit tiens, on va remettre le nez dans ce pilote. On avait tourné un pilote et voilà. Et voilà, avec ce regard nouveau de Pauline a arrêté son programme. Il y a pas effectivement, il y a pas de programme féminin uniquement féminin sur Studio Bagel, donc ils se sont lancés, ils nous ont dit développer 10 épisodes à l'écriture, et si ça nous plaît, au bout des 10 épisodes écrits, on verra si on le fait, et ça s'est fait, quoi. Vous avez trop content. Trop content, trop heureux, et surtout, on l'a fait vraiment sans savoir ce que ça allait donner. Tu vois, moi, je voulais jouer dedans, et j'avais pas d'abonnés sur Instagram, j'étais inconnue au bataillon, enfin, et je le suis toujours encore un peu, mais du coup... je pense que peut-être Canal, à un moment, avait envie que ce soit une femme hyper identifiée qui joue le rôle. Et nous, on l'a vendu en disant non, mais c'est un peu moi ou rien, quoi. Donc, quand c'est sorti, j'avais un peu la pression avec Martin aussi de se dire putain, ça se trouve, c'est notre truc, tu vois, c'est notre délire, mais ça va être un beat total, on va faire 3 vues et puis on va même pas, voilà, on va s'arrêter là, quoi. Et en fait, ouais. Et en fait, c'était trop jouissif de se rendre compte que c'est vraiment le sujet qui a plu au-delà du casting, au-delà, je sais pas, de la DA, de la mise en scène. C'est juste les sujets, en fait. Et c'est juste ce qu'on a aimé le plus écrire avec Martin, tu vois. C'est traiter ces sujets de société un peu tabous. Donc, on était trop contents que ce soit ça qui fasse la valeur du programme. Mais votre recette, elle est assez... Enfin, pour avoir suivi le projet de près,
on constate quand même qu'il y a une vraie envie de beauté, c'est vraiment une image hyper léchée, il y a vraiment un aspect long métrage, différentes valeurs de plan, alors qu'on reste dans un programme court, mais justement, vous êtes pris la tête de ouf. La DA, la musique, l'élégance, parce que c'est un sujet qui doit pas être simple à aborder, et t'as vite envie d'en faire des caisses. Et le fait qu'en plus, ce soit toi qui incarne avec une espèce de distance et de légèreté, c'est vrai que le fait que, comme tu dis, tu ne sois pas à ce moment-là trop identifié, il y a eu une espèce de page blanche trop bien, projeter, où en effet le sujet n'est pas effacé par le jeu, voire le surjeu de quelqu'un qui est déjà identifié et qui va nous servir ce qu'il ou elle sert à chaque programme. Et on voit toujours un peu les mêmes têtes et c'est trop bien de t'avoir découvert là. Moi je suis trop contente. Et c'est vrai qu'on avait une envie d'avoir un programme qui soit pas... on trouvait que les défauts des programmes courts, souvent c'était le manque... Enfin, c'était pas un défaut, c'est un problème, c'est le manque d'argent. C'est que du coup, c'est compliqué d'avoir une image cinéma, c'est compliqué d'avoir un casting cool parce qu'en fait, tu peux pas vraiment bien payer les gens. Et puis... Et voilà, et donc on se disait, il faut qu'on arrive à trouver le moyen, en ayant un décor et un guest à chaque fois, de quand même avoir, tu vois, un système où l'image rend bien, où la musique est cool, et c'était la valeur ajoutée du programme aussi, c'est-à-dire faut qu'on pense que c'est une scène tirée d'un film presque, et que c'est pas un programme court ou un sketch, exactement. Et voilà, et franchement, tout le monde a joué le jeu. Même les guests, tu vois, tous ceux qui sont venus, ils sont pas forcément très bien payés, voire pas du tout. Tout le monde est payé au même tarif, tu vois, que ce soit Zabou Bretman qui vient ou un acteur qui est jeune et qui démarre. C'est la condition, c'est si t'aimes bien le texte, tout le monde est payé pareil. Tu viens pas pour te faire un gros cachet, tu viens parce que t'aimes le projet. Et ça a donné une ambiance d'équipe trop cool. Et voilà, et je crois que ça se ressent dans le projet. Donc je suis trop contente. C'est trop bien. Alors, notez bien la leçon. C'est pas parce que vous faites des programmes courts qu'il faut se dépêcher dans la préparation. Il faut prendre le temps. Encore plus, limite, parce que t'as pas 1 heure pour t'exprimer. T'as genre vraiment 2 minutes pour que ce soit parfait, quoi. Ouais, c'est ça. Et l'écriture, en fait, pour moi, c'est ça l'endroit du travail qui est le plus important. C'est-à-dire que t'as beau avoir les meilleurs acteurs, le meilleur décor. Si t'as pas les bonnes blagues, si t'as pas les bonnes 2 pages bien écrites, bien rodées et tout, ça va pas rester dans la mémoire des gens, tu vois. Et donc, nous... c'est Martin qui m'a beaucoup appris ça, parce que Martin, il est très, très, très rigoureux dans l'écriture et c'est vraiment un vrai scénariste. Moi, je me considère de plus en plus scénariste parce que par la force des choses, j'écris mes projets, mais Martin, il écrit pour les autres, il aide les autres à écrire, et puis il écrit depuis bien plus longtemps que moi. Et c'est vrai que moi, j'avais tendance à expédier un peu parfois l'écriture, à avoir l'impression que parce que ça me faisait marrer, ça y est, c'était bon. Plateau, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et Martin, il pense chaque virgule, chaque mot... il fait lire par les acteurs les textes ou par moi avant qu'on les tourne, pour encore, dans ce process d'écriture, entendre le texte, être sûr qu'à l'écoute ça marche bien, pas se rendre compte sur le plateau qu'en fait il y a des blagues qui tombent bizarrement. Donc je pense que... Et avec Queenie également d'ailleurs, parce que Queenie, elle a cette folie qu'elle amène. Queenie, vraiment, je le dis tout le temps, mais c'est notre quota folle dingue. C'est-à-dire qu'en fait, il y a Martin qui est hyper rigoureux. Je peux tout ce que tu veux dire. Elle est folle. Mais en fait, je l'aime trop. C'est-à-dire que vraiment... Moi, je connaissais pas du tout Queenie, c'est Martin qui a pensé à elle pour nous rejoindre, et je voulais absolument qu'on soit plus de filles à écrire que de mecs. Donc l'idée, c'était qu'on soit 2 nanas et 2 nanas. Waouh, je déteste cette expression. De gonzes. Horrible. De poulettes. Quelle horreur. Les petites pépées. De nanas, mais quel enfer. 2 femmes pour écrire et un mec, donc Martin. Et parce que voilà, c'est quand même le sujet, le personnage principal, c'est une femme, et j'avais envie de ne pas voir ça que par mon prisme à moi, et on est toutes différentes, donc Queenie est venue apporter ce truc-là. Aïe. Et pour les gens qui écoutent, je me suis cognée. Qui n'ont pas l'image, Enya s'est cognée. Le sujet est trop touchy. Je me suis cognée la main. Et et donc voilà, il y a Martin qui amène cette rigueur, moi qui amène, je sais pas ce que j'amène, mais en tout cas j'ai ce personnage, c'est un peu, il est parti de moi, donc j'amène forcément ce que j'imagine de Fleur et les expériences que j'ai pu vivre ou entendre de mes amis ou tout ça. Et Queenie, elle amène cette espèce de truc sans garde-fou, sans limite, de folie de situation, folie de répliques, qui sont top, parce qu'en fait elle va tellement loin. On garde pas forcément les choses aussi folles et loin que ce qu'elle veut. Mais au moins, elle ouvre le brainstorming. Elle ouvre le champ des possibles tellement, tellement loin que je pense que du coup, quand on baisse son curseur, on arrive quand même à un curseur qui est plus élevé que celui qu'on aurait eu, Martin et moi, tu vois. Trop bien. Donc, trop bien. Et surtout, on se marre trop à écrire, quoi. Quand on se réunit pour écrire tous les 3, c'est pas du travail. Genre, on travaille, mais en fait, on est mort de rire, on est trop content et on a trop hâte. Là, on n'arrête pas de se dire, on aimerait trop continuer, on aimerait trop se retrouver pour écrire. Ouais. D'ailleurs,
Ah oui, j'avoue, je me suis lancée sur un terrain. Ça va continuer ou pas? Je sais pas. Écoute, il y a des idées. Il y a des idées. Ce qui est sûr, la seule réponse que je peux apporter, c'est que ça continuera pas sous ce format-là. Mais ça continuera peut-être. Mais pas sous un format court. J'ai trop hâte. Oui, parce que la fin de la saison 2... Ouais, il fallait qu'on... En fait, je pense que c'est le genre de programme où tu peux t'embarquer sur 10 saisons, en vérité. Tu vois, tu peux faire plein d'épisodes courts, tu peux trouver plein de mecs bizarres, plein de sketchs à faire. Mais je pense que parce qu'on a envie justement de traiter des sujets intéressants qui sont assez d'actualité et tout ça, on n'a pas envie de devenir anecdotique dans les sketchs, tu vois, de faire un sketch sur un mec qui pue de la gueule ou j'en sais rien. Non mais tu vois, qui sont pas des sujets de société en vérité, qui seraient un peu rigolos, mais bon, on a vraiment envie que ça ait de l'impact à chaque fois. Ouais. Et donc on s'est dit en fait, viens, on arrête là et viens, après on voit ce qu'on fait. Mais en tout cas, arrête en pleine gloire et après on propose autre chose. Martin, il est un peu. Moi, j'étais un peu frustrée. Moi, si je pouvais continuer quand un truc fonctionne, j'ai envie de pas m'arrêter. Et Martin, il est tout le temps dans un mode de putain. Attends, là, c'est trop bien. La saison 2, elle a cartonné encore plus que la saison 1. Les gens, ils ont adoré. Viens, on s'arrête, on réfléchit, on voit ce qu'on fait. Mais on n'avait pas d'idée évidente pour la suite. Donc, quand c'est pas évident, il faut prendre une petite pause. Faut prendre le temps. Ouais. Hâte de voir la tournée. Ouais, dans tous les Zéniths de France. Tournée de c'est Fleur devenu Bleue. Un concert. Une comédie musicale. Tout le monde en slip. Ouais. Ça pourrait. C'est une idée que je te donne. Hein. Ouais, moi, je chanterai. Tu me dis si vous le faites. Non, mais moi j'aime bien tous les médias possibles. Faut y réfléchir, c'est pas bête. Un album pour l'été. Et à la fin de... Enfin non, d'ailleurs, pendant le tournage, comment ça s'est passé? Parce que tu as... alors, il faut savoir, attendez, je reprends, à zéro... Et on parle du film depuis tout à l'heure, on parle d'un film, un certain film mystérieux. Donc Enya a écrit et réalisé On ira. Ouais. Avec Pierre Lotin, Hélène Vincent, Juliette Gasquet au casting. Forte. Attends. Là, t'es forte. Il manque quelqu'un là. David Ayala. Qui? David Ayala. Ah oui, bah oui. Le père. Je me dis, ils sont 4. Ouais. David, quoi. Mais t'inquiète, hein. Il est là, regarde. Attends, il manque un personnage là. David, ouais, qui est super, que j'adore. Ils sont tous loser magnifique, absolument fabuleux. Génial. Enfin, la meuf trouve ça génial, son propre film. Mais non, mais j'aime trop, j'aime trop ces acteurs et actrices. Et donc, comment ça s'est passé? T'as fait la prépa pendant... Comment les projets se sont chevauchés? Ce qui est très rigolo, c'est que... Enfin, je sais pas si c'est très rigolo, mais c'est qu'on a vraiment mis 7 ans à faire ce film. Et donc, vraiment, pendant 7 ans, il s'est quand même pas passé grand-chose. Enfin, avec Martin, on a fait des courts-métrages, ce qui était cool. Martin, il a bossé de son côté. Moi, j'ai été assistante mise en scène. Enfin, il s'est passé un milliard de trucs où on a bossé de manière alimentaire quand même dans l'univers du cinéma et c'était trop bien. Mais notre rêve à nous deux, c'était de faire des films, de travailler ensemble sur des projets de séries ou de films. Et ça mettait vraiment du temps à se faire, ce qui est à peu près normal. Mais bon, en tout cas, ça a été long. Et donc, quand tu vois, je t'ai dit, quand On ira ne se finançait pas, on s'est dit, tiens, on va faire Fleur Bleue. Et puis Fleur Bleue s'est déclenché. Et puis en fait, le film s'est déclenché. Et puis la saison 2 de Fleur Bleue s'est déclenchée. Et en fait, on s'est retrouvés à un moment donné à faire vraiment tout en même temps. Et donc, on a Queenie et Martin, on a tourné la saison 1 de Fleur Bleue, on l'a sortie. Ensuite, on a eu le financement du film, on a tourné le film. Pendant que je tournais le film, que j'ai coécrit avec Martin également, on a écrit Fleur Bleue, la saison 2 avec Queenie et Martin. Donc, Queenie et Martin venaient sur mon tournage dans le Sud faire des sessions d'écriture. Ouais. Tous les deux. Et moi, je relisais un peu des trucs et tout, mais j'étais un peu absente en vrai. En vérité, la saison 2, c'est quand même beaucoup Martin et Queenie qui ont taffé, quoi. Mm-hmm. Et puis, quand j'ai fini mon tournage, on a tourné Fleur Bleue. Après, on a fait les 2 post-productions en même temps. Ah oui, faut pas se tromper. C'est-à-dire que le matin, j'allais au montage du film et l'après-midi, j'allais au montage de Fleur Bleue, tu vois. Et c'était un peu ouf, mais en même temps, tu te dis, bah putain, quand tout ce que tu veux arrive d'un coup, tu kiffes, tu vois, c'est un tunnel infini, mais c'était génial. Et après, le film est sorti. Fleur Bleue est sorti en janvier, le film est sorti en mars et du coup j'ai dû faire la promo de Fleur Bleue saison 2 puis un mois après faire la promo du film, enfin donc tout c'est trop bien. Et en même temps c'est trop bien d'avoir autant de projets d'actualité qui sortent comme ça d'un coup, de faire de la promo pour les deux, c'est chambé quoi, c'est ouf. Et rappelle-moi combien d'entrées 502 000 je crois. C'est énorme. Ouais. Est-ce que c'est bien? Je me rends pas compte. Franchement, je t'ai dit tout à l'heure que j'y connais. Malgré le fait d'être dans ce milieu, tu me dis diffuseur, distributeur, je sais même pas qui c'est. En fait, le nombre d'entrées, ça veut un peu, ça veut pas dire grand-chose. Ça veut dire quelque chose en fonction de ton budget et en fonction du type de film que t'as fait, tu vois. Si t'as fait un blockbuster à 20 millions d'euros et qu'il fait 500 000 entrées, t'es un peu vénère, tu vois. Tu rentres pas dans tes frais. Tu rentres pas dans tes frais. Nous, on a fait un premier film déjà, qui était un film sur un sujet compliqué, qui est la fin de vie et le suicide assisté. Même si c'était une comédie, c'était un peu un pari. C'est un film qui a coûté très peu cher, il a coûté 2 millions d'euros.
qu'on a tourné dans des conditions vraiment... Enfin voilà, tout le monde n'était pas très bien payé, quoi. En fait, tu sais, t'as des annexes dans les tournages, t'as annexe 1, annexe 2, annexe 3. Annexe 3 est égal à tout le monde est mal payé, quoi. C'est un peu la misère. Donc on a tourné comme ça, ce qui est le cas de lot de beaucoup de premiers films, hein, donc c'est plutôt normal. Mais donc, si tu veux, quand tu fais un premier film à 2 millions d'euros, tu te dis, en gros, je sais pas, moi je me disais, si on fait 100 000 entrées, déjà, je suis heureuse, tu vois. Et donc, on a fait 500 000 entrées, ce qui est fou. Ce qui est fou pour un sujet pareil, pour un film comme ça. Et je suis trop heureuse, c'est trop bien. Moi, puis j'imagine que sa vie va continuer. Il va être diffusé sur des. Il va être diffusé sur Canal. En deuxième partie d'abord. De soirée, après un sujet. Exactement. Avec des spécialistes. Exactement. Faire avancer peut-être les choses. Écoute, la loi est en train de passer, là, figure-toi, sur la fin de vie en France. Vas-y, tiens-moi au courant. Parce que écoute, il y a eu. Donc, moi, au moment où j'étais en train de sortir mon film, c'était justement le débat était à l'Assemblée, ce qui était fou parce que c'est un film qu'on a commencé à écrire en 2016. Ouais. Et le sujet était un peu un sujet politique depuis longtemps. Mais il a vraiment... ça s'est accéléré cette année, quoi. Donc, pendant que je faisais la promo du film, il y avait vraiment genre le débat à l'Assemblée nationale sur la fin de vie. Donc, j'étais là, c'est trop fou, cette synchronicité. Et voilà, et finalement, le film est sorti. Alors, il y a plein de films qui sont sortis sur le même sujet depuis des années. Hein. Je débarque pas avec ce sujet-là, genre, j'ai eu la meilleure idée du siècle. Mais je pense que peut-être que tous ces films qui sont sortis sur ce sujet-là, et puis là, il y a une convention citoyenne pour que les gens, des gens comme nous, tu vois, débattent sur ce sujet-là et tout ça. Et finalement, ça a mené à une loi là qui est passée à l'Assemblée, qui doit passer au Sénat en automne. À l'automne. Dès l'automne. Pendant l'automne. Pour l'automne. Allez, derrière l'automne. Donc on n'y est pas encore, mais tu vois, on avance de ouf, quoi. Ce qui est génial. Mais peut-être que ta force, c'est que... en même temps, j'imagine que les gens qui font un film sur ce sujet sont souvent touchés de près par le sujet. Mais toi, t'as quand même vachement pris la parole. C'est lié intimement à ta vie. Ouais. Donc, et c'est aussi pour ça que le scénar est sincère et que les acteurs t'ont suivi, les acteurs et actrices... ça devait être fou. Mais de toute façon, cette aventure de ce film, elle est folle. C'est dingue. Allez voir. Non, mais c'est vrai. Enfin, cette aventure, elle est folle parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est pas une aventure. On m'a souvent demandé, c'est une aventure que t'as vécue, t'as emmené ta grand-mère en Suisse et tout. Pas du tout. En fait, moi, j'ai perdu ma grand-mère. Justement, elle est décédée à l'hôpital dans des conditions vraiment glauques et tout. Et on avait déjà eu des conversations sur ce sujet de la fin de vie. Et elle était complètement pour. Donc, quand elle est partie, j'avais hyper envie d'écrire un film sur ma grand-mère, tout en me disant, le public français t'en fout de ma grand-mère, ils la connaissent pas, tu vois. Donc, qu'est-ce que je peux raconter et pourquoi, en fait, j'ai envie de parler de ma grand-mère. Et en réfléchissant, j'ai compris que j'avais besoin de parler du deuil, de la fin de vie, de ce que j'avais vécu d'elle à l'hôpital, de la famille aussi, des non-dits qu'il peut y avoir autour de quelqu'un qui est malade et tout ça. Et donc, bref, ça m'a amené à vachement repenser aux conversations qu'on avait eues sur le suicide assisté avec ma grand-mère. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais lui écrire un film pour corriger cette fin de vie qui me plaît pas. Et c'est ça qui est trop bien avec la fiction, c'est de pouvoir réinventer ce que tu veux, en fait. Partir d'un point qui est intime, mais en fait, après, raconter une histoire qui est beaucoup plus universelle. Et donc, c'est ce que je me suis attelée à faire en 2016. Commencer à écrire. C'est fou. Ouais. Et ça a mis beaucoup, beaucoup de temps parce qu'en fait... on m'a souvent dit dès l'écriture que c'était un sujet qui était trop glauque, que c'était un sujet qu'on pouvait pas traiter en comédie, en financement. Dès le départ, tu savais que tu voulais faire de la comédie ? Ouais. Ah ouais. C'était, pour moi, il fallait, si tu veux, moi... c'est ça qui t'intéresse. Ouais, peut-être que ça changera avec le temps, mais en tout cas, j'ai grandi avec des films. Je sais que moi, la comédie dramatique m'a beaucoup aidée à comprendre des choses dans mon enfance, mon adolescence, des sujets ou même à m'intéresser à des sujets qui, a priori, sont graves ou sont pas pour moi, ou tu vois, je pense à Intouchable, par exemple. Intouchable, c'est un film qui m'a vachement marqué, et l'univers de Toledano et Nakache en général, je trouve qu'ils ont cette maîtrise et cette force d'aborder des sujets qui peuvent paraître super difficiles, et t'en sors et c'est solaire, t'as rigolé, en même temps t'as réfléchi. Et je trouve que ça, c'est ouf. Je trouve que d'amener des sujets qui peuvent sembler durs auprès du grand public par le rire, je trouve que c'est une arme de ouf, en fait. Et c'est ce qu'on essaie de faire un peu avec Fleur Bleue, et on ira, pour moi, la force du film, c'était de pouvoir rire de la mort, de rire de la maladie, de rire de la fin de vie. Il fallait que ce soit irrévérencieux. Et donc, effectivement, c'est une forme de film qui est dur à vendre parce qu'en fait, ça fait peur, tu vois. Et on se dit toujours, tiens, le cancer, les gens, ils vont pas y aller. La fin de vie, les gens, ça va les faire chier. Le suicide assisté, sur le papier, tu vois, c'est quand même assez glauque. Donc, c'est dur de convaincre encore plus quand c'est ton premier film, tu vois. Parce qu'à la limite, quand on a déjà fait 3, tu peux dire, vous avez vu, mon univers, c'est ça. Là, bon, il y avait que Fleur Bleue.
Ouais, là, c'est un peu faites-moi confiance, les gars. Ouais. Sachant qu'en plus, Fleur Bleue est arrivée tard dans les discussions parce que Fleur Bleue est arrivée en 2023 ou 2024, tu vois. Et moi, j'ai commencé à être en financement de ce film en 2020. Pendant le Covid, tu vois, en plus, moment où tout le monde mourait. Donc, on m'a dit, en fait, ton film, là, t'es gentil, mais les gens, ils ont pas besoin de ça. C'est fou, la patience. Ouais, du coup, tu fais d'autres trucs, tu vois. Oui, en fait, c'est ça, tu te renforces ailleurs sans lâcher. Il y a des moments où on n'a pas touché à scénario pendant 1 an, 2 ans, en le laissant dans un placard, en se disant, on fait d'autres choses. Ça doit être fou de le relancer. Du coup, c'est quoi l'ambiance à chaque fois ? C'est genre, bon, Martin. En fait, j'y pense tout le temps, faut le faire. Ouais, c'est un peu ça. C'est tu vois, c'est Martin ou même des proches qui te disent, t'as pas une autre idée, tu veux pas faire autre chose avant, peut-être ça se fera plus tard, et puis t'essayes de réfléchir et tu te dis, mais moi, je sais que c'est mon premier film, mais j'ai plein de trucs à raconter, mais il y aura rien d'aussi intime que ça, et pour moi, il faut que j'arrive avec ça, tu vois, parce que ça parle tellement de moi, de ce que j'aime, de mon univers et tout ça, que je veux pas arriver avec un truc moins fort. T'as pas envie de t'entraîner sur un autre sujet, quoi. Non. Donc du coup, tu te dis, on va faire autre chose en attendant. Et il y a un moment, ça va se faire. Et en fait, force, ça se fait, tu vois. Mais ouais, ça a mis du temps. Et c'est pour ça que le fait que ça ait fonctionné en plus au cinéma, c'est un cadeau de ouf. Parce que tu te dis, c'est aller prouver à tous ceux qui m'ont dit non qu'en fait, vraiment, tout ce qu'on m'a dit était faux, quoi. Que les gens n'auraient pas le courage d'aller voir ça, qu'on peut pas rire de ça, que ce serait pas drôle. On a été sélectionné à l'Alpe d'Huez, qui est genre un festival que de comédie. Donc ça... Quand c'est arrivé, on s'est dit, en fait, c'est trop bien, c'est trop beau, quoi. Donc, trop content. Aventure de ouf. Et là, est-ce que... Non, déjà, j'ai envie de dire, d'où te vient cette détermination, mais à la fois, est-ce que vraiment ça vient c'est juste ta personnalité, quoi ? Je sais pas, parce que je suis une grosse flemmarde, quand même. Hein. J'aime bien dormir et rien foutre. Oui, mais je vois complètement, parce que je suis un peu du même profil. Ouais. Tu vois, ce que tu disais sur l'écriture. Tu révises le bac la veille, tu vois, je suis un peu comme ça, moi. Et ce que tu disais sur l'écriture aussi, genre, moi, je pense que c'est bon, mais il y a toujours Martin qui veut reprendre le truc et tout. Moi, j'avoue, je suis un peu plus de ton école. Mais parce que ça va marcher. En fait, je pense que la détermination, elle vient pas que de moi, elle vient aussi de qui je m'entoure, tu vois. Et Martin, c'est un exemple vraiment. Enfin, moi, je sais que je serais pas. Je parle beaucoup de Martin aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais. On l'embrasse. Mais Martin, je l'aime trop, mais qui est vraiment que j'ai rencontré à l'école de cinéma en plus. Donc notre histoire d'amitié et de travail, elle est folle. Et moi, je pense que, jamais j'aurais eu la détermination, le courage d'attendre aussi longtemps, de travailler autant d'années sur le scénario et tout ça sans Martin, tu vois. Donc je pense qu'il y a producteur aussi. Qui est producteur du film. Ouais. Très bon producteur. Producteur qui produit donc Fleur Bleue, qui a produit mon film, qui va produire plein d'autres choses. Et pareil, Martin, il a une détermination de ouf. Et je pense que on est hyper complémentaires. Moi, je sais que j'ai besoin d'avoir Martin dans ma vie professionnelle pour justement parfois être le moteur de moi qui peut être un peu flemmarde, tu vois. Et je lui apporte sûrement complètement d'autres choses. Je sais pas quoi, faudrait qu'il le dise un jour. Ça se trouve rien du tout. Ça se trouve il en peut plus, il est moteur, il est épuisé, le mec, il en a ras-le-bol. Non, mais je pense que oui, il a confiance en ton talent. Ouais, je pense que on se complète pas mal. Je pense que je pense que Martin, je dis souvent ça, mais il a ce truc un peu très sérieux, rigoureux dans le travail et tout ça, qui parfois peut l'empêcher parce que parfois Martin, il peut rester bloqué vraiment 3 semaines sur une séquence, tu vois. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais même pas, je pense. Et moi, je vais plus être en mode, allez, vas-y, il faut qu'on passe à autre chose, on lâche ce truc-là, on verra plus tard, machin. Et Martin, il a besoin d'aller au bout des trucs et tout. Et donc, je pense que parfois, je lui amène une certaine détente. Ouais. Qui peut faire du bien dans la création, tu vois, là où lui, il m'amène parfois à un endroit où il faut pas lâcher et où moi, je pourrais lâcher, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. La détermination, elle vient surtout du fait que vraiment, c'est mon rêve de faire ça et que t'as pas oublié, quoi. Non, et que je sais rien faire d'autre, surtout, je me vois rien faire d'autre. Donc, en fait, bon, tu vois, je fais ça, quoi. Est-ce qu'on parle de ta famille? Ouais, on est obligé. Grave. On est obligé. En plus, sachant que moi, je travaille avec ton père. Ouais, de ouf. C'est une affaire de famille, cette histoire. Ouais. Tu écris un long métrage avec mon père. Oui. Enfin, pour mon père plutôt, parce qu'on va dire que... Non, je rigole. Il faut rien. Je rigole, il faut rien du tout. Non, j'écris pour ton père, mais évidemment, il est avec nous. Il nous fait il est trop bienveillant dans ses retours, c'est trop bien. Je sais pas si tu as déjà travaillé avec ton propre père. Si, une fois. Enfin, alors... Dans plein de contextes. J'ai beaucoup travaillé avec mon père parce que j'étais assistante mise en scène sur quelques-uns de ses films. Ouais. Mais donc, j'étais 3e assistante, je m'occupais beaucoup des acteurs et d'emmener des... C'est un des postes les plus difficiles, je trouve. Enfin, c'est quand même très ingrat et c'est assez formateur. Mais t'apprends beaucoup. Mais du coup, j'étais pas en lien direct avec mon père sur le plateau. Et heureusement, c'était un peu la condition, tu vois. Sinon, t'as pas du tout envie de passer tes journées à côté de ton daron comme ça. Donc voilà, moi, je me suis éclatée à faire ça et ça m'a appris plein de choses. Et j'ai fait plein d'autres films, d'ailleurs, pas que avec lui. Et après... j'ai eu l'occasion de bosser avec lui parce qu'on a écrit un scénario ensemble qui s'est jamais fait.
Non, mais c'était l'année dernière. Là. Ouais, il y a 2 ans, un truc. Avant mon film. Une sombre histoire de guitare. Une histoire de guitare, exactement. C'est pas le titre, hein, mais c'est scénario que j'aime beaucoup. C'est un scénario que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais je pense qu'un jour il verra le jour. Dans 7 ans peut-être. Ouais, exactement. Et on a eu l'occasion de bosser ensemble et c'était génial parce que c'était la première fois que je me sentais. Donc c'était avant mon film. Mais j'avais fait Fleur Bleue, donc je crois que je me sentais assez légitime parce que mon père est venu me chercher en me disant j'ai besoin d'un œil plus jeune que moi et d'une meuf. Et parce que le personnage principal était féminin également. Et donc je me suis dit ok, j'ai vraiment un truc à jouer, j'ai vraiment quelque chose à apporter à ce projet-là qui est un regard plus féministe, un regard plus moderne sur l'histoire que lui veut raconter de son regard d'homme de presque 60 ans, tu vois. Donc il a beau faire les efforts qu'il veut, il a 60 ans et c'est un mec, donc il peut pas se mettre dans la peau d'une meuf de... T'aurais été vexée s'il avait proposé à une autre scénariste dans ta tranche d'âge? Non, honnêtement, non. Non, franchement, pas du tout. Et en plus, quand il me l'a proposé, à chaque fois qu'on se questionne sur bosser ensemble avec mon père, on se dit est-ce que t'as vraiment envie? Est-ce que c'est vraiment bien pour le projet? Parce qu'on sait très bien qu'on va nous faire chier à plein d'endroits. Et lui, il a pas du tout envie que voilà, qu'on me saoule avec ça, qu'on m'embête avec ce truc de fille 2 et tout. Donc il est en mode vraiment si t'as envie et si le projet te plaît, et donc sinon on le fait pas, tu vois. Sinon je lui dis bah non, moi j'ai mes trucs, enfin tu vois. Est-ce que Francis Ford Coppola bosse avec Sofia? Je sais pas. J'essaie de trouver des duos un peu père-fille comme ça. Je sais pas, mais où chacun est hyper doué et du coup ça fait une réunion de talent et ça fait pas genre je t'ai pistonné et machin. Ouais. Bah après de toute façon ça sera toujours vu d'une certaine manière. Il y aura toujours le prisme des gens qui se disent que t'es pistonné et je le comprends de ouf. Oui, mais le cinéma ça reste un artisanat. Juste qu'il est plus connu que les autres, enfin que vous êtes plus identifiés, mais au final, si jamais ton père est cordonnier, tu seras un excellent cordonnier si tu mais après, à bonne école. Je trouve que là où les gens ont pas tort, et après les gens, c'est la manière dont ils l'expriment qui est nulle, mais là où dans le fond ils ont pas tort, c'est que un cordonnier, c'est un cordonnier, mais enfin le cinéma ça reste un système, tu vois, et c'est quand même un système dans lequel c'est pas évident d'entrer. Attends, ça se trouve cordonnier c'est hyper dur. Je sais pas, malheureusement, mais peut-être, tu vois. Peut-être, mais comme dans une entreprise d'ailleurs, il y a des entreprises dans lesquelles c'est super dur d'entrer et oui, si t'as un contact, oui, si ton oncle travaille là-dedans, c'est quand même plus simple. Donc moi ça je veux pas le nier parce que je trouve qu'il y a rien de plus désagréable que les discours de fils et filles d'eux justement, et alors on dirait qu'on parle d'une minorité de gens et il y a beaucoup de fils et filles d'eux et depuis toujours, mais à tel point qu'il y a des fils et filles d'eux, on a oublié qui étaient leurs parents, tu vois. Donc bon, déjà j'ai envie de dire aux gens qu'ils se calment avec ça parce que déjà calmez-vous en fait, déjà ça fait des années que ça existe et on va pas, je veux dire, je veux pas, en fait la seule chose que je peux faire, c'est, je veux pas m'excuser, mais c'est travailler quoi. Oui, tu veux pas t'empêcher de faire ta passion en disant merde, on va croire que... Je pense, et je dis souvent ça à mon petit frère, parce que mon petit frère évidemment, je vous le donne en mille, il a envie de faire la même chose, parce qu'en fait c'est compliqué quand tu grandis dans une famille qui fait ça, des métiers artistiques. Déjà t'as des parents qui sont assez ouverts à l'idée que tu puisses prendre cette voie-là, ce qui est pas le cas de plein d'autres gens. Ensuite, quand tu as la chance d'avoir des parents qui sont assez privilégiés, qui ont réussi à gagner leur vie grâce à ce métier-là, bah, tu deviens un enfant privilégié, c'est-à-dire que tes parents peuvent t'offrir des études qui mènent à ça. Pareil, c'est pas le cas pour plein de gens. Et donc souvent, je dis à mon frère, te complexe pas avec ça, si un jour tu as envie de faire ce métier-là. Mais par contre, il y a 2 choses qui sont obligatoires, c'est être lucide sur ton privilège et travailler. C'est tout. Et après, à partir de là, je pense que t'es légitime de faire ce que tu veux. Mais par contre, arriver en disant « Ah ouais, c'est hyper dur d'être fille d'eux parce qu'on m'attend au tournant », non, enfin bon, tu vois, même si tu penses... Faut ton temps à te la monter. Oui, c'est ça, genre juste travail. J'en ai marre d'être belle. Travail et tais-toi, tu vois, il y a un moment, tu travailles et puis ce qui compte, c'est les projets, c'est les films, les séries et puis voilà. Et puis j'ose espérer que si les projets sont bien et qui plaisent aux gens, on regardera moins comment t'y es arrivé que le résultat, tu vois. Par contre, t'as pas intérêt à te planter. Non, et puis si tu te plantes... Non, mais en même temps, tu vas te planter. Enfin, tu vois, tout le monde se plante à un moment, que ce soit fils de, pas fille de... Mais je veux dire, j'ai l'impression, pour encore une fois avoir suivi Fleur Bleue de près, la plupart des commentaires, en plus, parlaient plus du projet. Après, les gens, en fait, ils t'appellent vraiment Fleur, quoi. Ouais, c'est ouf. Ouais, ça, donc, il n'y a jamais eu de... Sujet, ça. C'est un autre sujet, mais il n'y a pas eu de... J'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que ton père soit Olivier Barrault. Alors non, mais alors les ça, gens n'ont peut-être pas capté. Ce qui est cool avec Fleur Bleue, c'est que la cible est assez jeune. Enfin, en vrai, tu vois, ça va de 15 à 35 et ils ne connaissent pas. Et il y a des gens parfois qui disent mais c'est la fille d'Olivier machin, ils sont ah mais je savais même pas, mais en fait les gens s'en foutent. Et je trouve ça assez cool. Et en réalité, je trouve que finalement ce truc de fils et filles d'eux, c'est en train de bouger un peu, j'ai l'impression. Ouais, et puis c'est plus un regard parfois même des gens du milieu, pas tellement du public. En fait, je crois que le public Enfin, en fait, ils s'en foutent. Ils vont voir un film au cinéma, ils vont voir On ira. Je veux dire, ils s'en foutent. Ils se demandent même pas si c'est Enya Barou ou si c'est un tel ou un tel. Alors après, quand tu fais une tournée d'avant-première et que le mec t'annonce au micro en disant « Et c'est la fille du mec qui a fait les tuches », bah, les gens sont contents. Ils sont en mode « Oh, trop marrant !» Tu vois. Il y a des gens qui ont fait ça ? Tout le temps. Ça arrive tout le temps. Mais si tu veux...
parce que les gens, ça les fait kiffer d'avoir un lien, et parce que mon père, avec les Tuches, il a fait des tournées dans toute la France pendant des années, donc c'est sûrement des gens qui sont déjà venus dans des avant-premières. Puis en fait, les gens, ils s'en foutent. Ils sont là, ok, cool, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est, je sais pas, j'ai l'impression que la malveillance, là, à ce niveau-là, elle est pas énorme. C'est une minorité de gens qui sont un peu énervés contre ça, et bon, et est-ce qu'on peut leur en vouloir ? Non, enfin, tu vois. C'est des métiers qui amènent tellement de fantasmes aussi, tu vois. Parce qu'il y a un truc de notoriété, il y a un truc de bien gagner sa vie, il y a un truc de tournage, d'acteur, d'ego vachement et tout. Donc c'est un métier qui crée des fantasmes à fond. Et donc, alors qu'en fait, tu taffes de ouf et t'es fatigué. C'est un travail. T'as envie d'être en vacances. Non, mais tu vois, ça reste un travail et qu'il y a énormément d'avantages quand ça fonctionne, tu vois, mais aussi quand ça fonctionne pas. Et pour plein de gens, ça fonctionne pas. Et en plus, c'est pas parce que ça a fonctionné une fois que ça va fonctionner toute ta vie. Et ça peut marcher pour un projet, puis pas le projet d'après. C'est un métier qui est hyper instable aussi. Donc, je sais pas. Moi, quand on me dit t'es la fille de machin, et c'est pour ça que t'as eu ton financement pour Fleur Bleue ou pour ton film, des gens dans des commentaires sur Internet. T'en pètes la gueule, en fait. J'ai envie de leur dire, mais faites-le. Oui. Parce que c'est pas parce qu'on te donne une enveloppe d'argent que, tu vois, c'est simple d'écrire, c'est simple de jouer, c'est simple de passer des castings, d'avoir des idées de scénario, de les vendre, de les sortir au cinéma. Donc. Et d'ailleurs, est-ce que à l'époque, quand t'as commencé à réfléchir à cette idée de j'ai quand même pété la gueule, en fait. T'as qu'à casser cette chaise aussi, surtout pour papa. Ah là là, les amis, c'est la dernière, c'est n'importe quoi. Quand t'as eu l'idée du film, est-ce que tu voulais jouer dedans, ou est-ce que dès le départ, tu savais que t'allais faire appel à un casting, en fait? Non, je savais que je voulais pas. Alors, quand j'ai commencé à l'écrire en 2016, je me suis dit, j'aimerais bien jouer dedans, parce que je pense que j'étais très gourmande et que je voulais un peu tout faire. Et en mûrissant, et avec les 7 ans d'écriture qui sont passés, une framboise. Elle a dit le mot gourmande. Je mange. Je me suis dit, en fait, justement, si j'ai envie de réparer un peu ce truc de légitimité, de me sentir vraiment réalisatrice, il faut que je sois complètement derrière. Et j'ai envie d'être derrière la caméra, j'ai envie de diriger des acteurs, j'ai envie de faire ce métier de réalisatrice à 100% et pas d'être divisée en deux, parce que j'avais eu l'occasion de le faire sur un court-métrage et j'avais vraiment pas kiffé l'expérience. Donc non, pas du tout finalement d'envie de jouer dans ce film. Et là, mon deuxième film, pareil, je pense que je vais pas du tout jouer dedans, tu vois. T'es en écriture ? Ouais, je commence, mais bon, c'est dur là, j'ai du mal à m'y mettre. Et t'as le droit de parler du thème ou... Non, j'ai pas le droit. La vie après la mort. On ira 2, elle revient. En fantôme. On reviendra. Non, j'ai pas le droit d'en parler, mais on l'écrit avec Martin. Tiens, surprenant. Ouais. Et mais voilà. du coup, moi je savais pas que tu voulais être 100% réel. J'adore jouer, je vais jouer bientôt là. Ok, mais tu veux jouer pour les autres? Pour l'instant, je veux jouer pour les autres. Et puis et Fleur Bleue, je joue pour mon projet, tu vois, mais il y a Martin qui est là, donc on verra. Je pense qu'un jour, je m'écrirai un rôle, mais je ne sais pas si je le réaliserai toute seule, tu vois. Ok. Je suis pas sûre d'avoir envie d'être cette personne qui prend toute la place derrière, devant. Je trouve qu'en fait, t'as besoin d'un regard extérieur pour te diriger. C'est très compliqué de se diriger soi-même. C'est très compliqué d'avoir un regard sur soi et tout ça. Donc voilà, peut-être qu'un jour, on co-réalisera un film avec Martin et puis qu'il me dirigera. J'aimerais trop. Moi, j'aimerais beaucoup. C'est un appel à Martin Darondeau. J'aimerais beaucoup que Martin me fasse jouer. Il développe un film lui aussi, mais il m'a pas appelé. Ah là là, moi je vais faire un appel à Martin. Fais-moi jouer. Mais grave, fais-nous jouer, Martin. Putain, mais qu'est-ce que t'attends en fait? Il est insupportable. Il fait trop le mec qui va prendre des stars. C'est clair. On va rester sur la vie de comédienne et écouter la question. C'est qui? De la personne que nous avons reçue précédemment. Tu vas la reconnaître. Peut-être. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'envie de faire ce métier? Attends, je connais cette voix. J'ai l'impression que j'ai déjà posé la question, je crois. Non. Mais vrai. Attends, parce que je reconnais la voix, mais je l'ai pas. C'est horrible. Attends, si je l'imite. Quoi? Attends, tu l'imites qui? Hyper mal, c'est qui? T'en sais rien. Oui, mais... en fait, attends, j'essaie d'imiter son phrasé. Attends, on peut réécouter la question, comme ça on va bien... Ah, je l'ai! Qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'envie de faire ce métier? C'est Xavier Lacaille. Bien sûr. Putain, mais si, c'est sa tête là, avec ses lunettes, comme ça. Ah, j'avoue, tu le fais bien. Bah ouais. Ah putain, mais Xavier... Oh non, mais Xavier, je l'aime trop aussi. Il fait partie des gens, Xavier, à un moment donné, qui me faisait un peu peur, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, il écrivait... J'avais une vision de Xavier, et je l'ai toujours d'ailleurs, comme un mec hyper fort en scénario, qui écrit hyper bien, qui est trop talentueux et tout machin. Et en fait, non. En fait, si, mais du coup, ça m'empêchait, tu vois, de le contacter. Je me disais... Il est complexant.
Ouais, je me disais, putain, ce mec, si un jour je lui fais lire mon scénar, il va me dire, ouais, c'est naze. Parce que je sais pas, il a fait un peu des études de cinéma et tout. Moi, j'ai un peu fait une école nulle, tu vois. Donc je me disais, bon, vas-y, je suis un peu ridicule. Et puis, je sais plus, on s'est vus à plein d'occasions, parce que Martin, parce que Queenie, tout ça. Et à un moment, il m'a envoyé son court-métrage. Non, c'est pas ça. Il était en financement de son court-métrage et moi, je faisais partie d'une commission de la région PACA. Et donc, je disais oui ou non à des courts-métrages avec d'autres gens, hein, pas que moi. Mhm. Et on a reçu son court-métrage et on l'a lu. Et j'ai adoré. Donc, il a eu le financement grâce à cette commission. Et il tu a lui as dit, tourné. en fait, Xavier, c'est grâce à moi. Donc maintenant, tu et vas après, lire du tous mes coup, projets. mon complexe d'infériorité, je suis passée au-dessus, tu vois. Pas du tout. Non, et je me souviens que voilà, je lui avais dit, putain, j'ai adoré ce court-métrage, je trouve ça trop bien et tout. Et on en avait parlé, je lui avais parlé de mon film. Il m'a conseillé le monteur avec qui il travaille, qui finalement est devenu le monteur de mon film. Donc, on a partagé un peu comme ça des Son choses. cours, c'est été. Un dernier été. Un dernier été. Ouais. Ok. Et voilà, et donc bref, Xavier fait partie des gens qui m'inspirent beaucoup dans les gens qui gravitent autour de nous, tu vois, parce que trop talentueux et bosseur, quoi. Ouais. Du coup, il m'a demandé quoi ? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'envie de faire ce métier ? Attends, je le refais. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de l'envie de faire ce métier ? Pas du tout. Si tu l'as un peu. J'aimerais vous voir à côté et que vous fassiez des phrases similaires. C'est juste qu'il fait quoi ? Ouais, il fait des petites choses comme ça. Ça me fait penser à Fleur Bleue, parce qu'il a joué dans Fleur Bleue aussi. Eh, quel épisode ? Oh là là, on s'en souvient. Du poney. Du poney, on va dire le poney, ouais. Le pour poney, les gens qui l'ont pas vu. L'épisode Le petit poney trop mignon. Et bah voilà, typiquement, Xavier, quand on a écrit ce sketch, on s'est dit, mais à qui on peut proposer ça ? Qui va bien accepter de faire ce truc humiliant, hein, on va pas se mentir. Et avec élégance. Avec élégance. Et Xavier a dit, mais avec plaisir. Et on le remercie encore. Voilà, allez voir cet épisode. Alors, déclencheur. Ouais, déclencheur, bah non, mais en vrai, si, c'est mes parents. Enfin, je vais même pas dire mon père, parce que ma mère rentre dans le lot aussi. C'est-à-dire que d'avoir des parents qui ont été à l'écoute de mes envies créatives, mon père m'a inspiré l'envie de le faire parce qu'il faisait ça. Et ma mère m'a poussée en me disant, je trouve que t'écris bien, parce que je faisais des rédactions à l'école. Ouais. Et j'aimais bien écrire. Et j'étais nulle partout, mais j'aimais bien écrire des rédactions, j'aimais bien écrire des trucs. Je sais pas, j'écrivais. Et ma mère m'a dit, je te vois bien journaliste, ou je te vois bien auteur, ou je te vois bien écrire des choses. Et moi, je disais, non, mais moi, je vais être actrice, en fait. Et ma mère était là, vas-y, écris, non. Ouais. Et donc voilà, et d'avoir eu mes parents qui m'ont dit, écoute, je pense que ouais, ce serait bien que t'écrives, ce serait bien que tu développes des histoires, et puis qui me font confiance, et puis voilà, c'est ça le déclencheur. Après, oui, c'est aussi voir mon père faire ce métier-là, être hyper épanoui, kiffer sa vie. Mais bon, mon père, il avait peur que je fasse ça, parce qu'il se disait, moi, on n'a pas voulu faire ce métier à la même époque non plus. Lui, il a commencé par la radio. Moi, je suis arrivée, je voulais tout de suite faire des courts-métrages, essayer d'être actrice ou de faire du cinéma. Donc, ouais, lui, il a stressé. Je pense qu'il s'est dit, c'est trop bien d'avoir un enfant qui veut faire la même chose que soi, mais si ça marche pas, c'est aussi très stressant de voir son enfant courir après quelque chose de... Imagine, t'as peur que ton enfant soit nul. Ouais, bah non, mais tu rigoles, mais... Il te montre ces trucs, t'es là, c'est joli, ce collier de pâtes. En plus, t'es toujours nul à un moment, tu vois. Il y a toujours un moment où au début, et puis t'es nul pour quelqu'un, ou t'es pas assez formé, ou tout ça. Donc, ouais, je pense qu'il y a ce stress que ton enfant t'as déjà nul, ressenti, genre, avec le recul, où je te donne un exemple. J'aime raconter, livrer des petites histoires. Ah ouais, vas-y, parce que je raconte trop ma vie, là. On est là pour ça. Ouais, et je te donne un morceau de ma life. J'étais à la fac. Moi aussi, j'écrivais beaucoup dès le plus jeune âge et tout. Moi, je voulais être écrivain, genre. Après, j'ai rencontré des copines qui voulaient être actrices et ça, je me suis dit, ah ouais, moi aussi, en fait. Alors, bien sûr, non. Bon. Au final, c'est moi qui le suis. et du coup, à la fac, j'avais écrit, mais j'étais une immense romantique. J'étais Lamartine. Et en un mot. Sinon, c'est bizarre. Martine. Bien sûr, Martine Lamartine. Et il y avait un gars dont j'étais amoureuse, mais je pense que je l'avais croisé 3 fois peut-être, mais du coup, je m'étais fait tout un fantasme et tout. Enfin, j'étais de cette équipe. Je suis pareil. Tu es pareil maintenant encore. Je suis maintenant comme ça. Ah ouais, ouais. C'est fini. 2 fois, je croise des gens. Cœur de pierre. Ça y est, amour fou. Homme de ma vie, mariage. Ouais, coup de foudre. Il est cool. Ouais. D'où Fleur Bleue, j'imagine. Ouais, tu te doutes. Ça sort pas nulle part. Oh non. Et donc, j'avais vu ce gars et tout, et j'avais écrit un essai sur cette personne, mais vraiment, d'un seul coup, j'étais inspirée. Je pense que je l'ai encore chez moi, un roman, un truc très court, donc un essai, en effet. Et ça s'appelait Les cheveux de JB, un truc comme ça. C'est génial. Je regardais ses cheveux, et du coup, j'étais ma main se perd, blablabla. Et j'ai écrit le dos, genre 20 pages, et je me souviens. Et pourtant, j'ai 19 ans, tu vois, je suis pas non plus un immense bébé, donc. Et je suis là, et je remercie mes parents d'avoir respecté ça et de pas s'être foutu de ma gueule. Mais je me revois trop fière de mon écriture, leur lire
dans le salon, alors qu'il y avait vraiment un passage un peu hot et tout. Moi, je me prenais pour une écrivaine de fou, tu vois. Et je leur lis le truc et tout. Ils étaient là, c'est super. Mais je me rends compte. Aujourd'hui, quand je le relis surtout, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais tes parents à croire t'aiment. en moi. Tes parents t'aiment énormément. Et à la fois, j'ai l'impression qu'il y a aussi un espèce de talent inné quand on est jeune, où on se pose moins de questions. Tu sais, on fait pas des V2, on crache de notre Moi, j'adore, désespoir et notre cœur qui saigne sur le papier là, et ça fonctionne. Moi, je faisais des poèmes de fou que je serais incapable de refaire aujourd'hui. Mais est-ce que JB, tu lui as envoyé ou fait lire cette lettre? J'ai fait la roue devant lui, bourré. Mais est-ce C'était que ma façon j'aimerais de- maintenant, si JB existe, qu'on lui envoie cette lettre. Ce serait mon rêve absolu, en fait. Bah ouais, je crois qu'il s'appelait Jean-Baptiste, en effet, à la fac, Il Malzerbe. y a quand même pas mal de chances qu'il s'appelle Jean-Baptiste. On va Oui, pas- non, mais je veux dire- Après, ça Voilà, c'est pas aurait pu Jean-Benoît. être... Oh, c'est vrai, il y a Jean Jean-Benoît. Bruno, plus rare. Jacques Putain. Bertrand. John Bright. Mais non, faudrait qu'il écoute le podcast. Bah attends. Donc si quelqu'un a fait... Bah quelqu'un écoute et lui envoie. Mais Ouais. non, mais c'est sûr que ça va se passer comme ça, en fait. Ça va arriver, là. Ok, donc je passe une annonce et à la fois j'ai aucune envie qu'il me contacte. Parce Non, qu'on mais- s'est peut-être presque jamais parlé, je pense. Oui, Mais puis bon. t'es pas en Je suis pas en recherche, T'es pas en recherche du gars. Enfin, donc, J'ai juste envie de dire, tu vas juste avoir un gars. sache que j'ai écrit un essai sur ta personne en 2006 ou entre 2006 et 2009. Mais j'adore. Malzerbe. Quand j'étais je crois que j'étais au collège. 06. J'étais au collège et on avait fait une fête chez des copains. Et après, on avait tous dormi sur place, un peu en mode soirée pyjama. Et j'avais partagé mon lit, mais tout habillé, hein, tu vois, genre en mode collège 4e, tu vois. Genre, on avait bu de la Smirnoff Ice et tout. Aïe, tu aïe, vois. aïe. Déjà au collège? Ouais. Mais moi, Bah, c'était en Smirnoff terminale, ma Ice. première... Mais t'es ouf. Non, mais ma Ice, première c'était Smirnoff rien. Ice. C'est de la limonade. Quoi? Moi, je sniffais je Bon. prenais du gaz hilarant au collège. Mais c'est pas bien ça! Coupez-moi ça tout de suite! Ça n'avait aucun sens. Il faut pas faire ça. Hein. C'était du. On ne sniffe pas Non, du déo pour ma surtout- part. Non, mais c'est à ce ne que pas j'ai fait. faire. Mais c'est hyper dangereux hein, pour le Hyper cerveau dangereux, et tout. bien sûr. C'est super mauvais. Tu peux hein. rester Je keblo pense et que tout. tu perds quelques neurones. Mm. Bon, bref, on faisait ça. Mais donc, j'ai dormi avec un gars qui s'appelait David, et qui s'appelle toujours David d'ailleurs. Et on l'embrasse. Et on avait dormi ensemble, mais rien. Enfin, on s'aimait bien, il y avait une petite ambiguïté, mais il s'était rien passé du tout. Même pas, il m'avait Mhm. touché l'épaule, tu vois. Et le lendemain, il m'avait écrit une lettre pour me parler de cette nuit où il avait dormi avec moi et avec tout ce qu'il s'était Qu'est-ce qu'on était imaginé. romantique. Comme non, mais pas comme chose sexuelle, comme. Imagine. Oh, Et là- l'enfer. Je la déglingue. Non, tout ce qu'il s'était imaginé s'il avait été en couple avec moi, dans ce qu'on aurait fait dans la vie. On serait allé au cinéma, on aurait fait ci, on aurait fait ça. Et Nia, je la trouve comme ci, je la trouve comme ça. Et il parlait de moi. Il parlait de moi. Et alors, quand est-ce que non Quand est-ce qu'on. Bon, non, et il parlait de moi. En fait, il s'adressait pas à moi dans la lettre. Il disait j'ai dormi avec une fille cette nuit, et cette fille Mais est c'est extraordinaire. Nicolas Sirkis. J'étais là, mais putain, mais j'avais. Et cette lettre, je crois que je l'ai encore. C'était fou. Ça m'a marqué de ouf. Donc il te l'a donné, ouais, c'est vrai. Il C'est me l'a ça la donné. différence. Oui. Il est allé au bout du projet. Oui, c'est Il n'a pour ça pas que lu je à pense ses que- parents. Je pense que tu Il devrais a peut-être fait les choses dans le bon sens. Il me l'a donné après, il l'a lu de mémoire à ses parents. Pouah, tout ça pour dire Bah, je sais plus, mais ça pour merci dire aux que darons moi, ou aux gens qui Oui. tolèrent nos élans de romantisme bah, et de surtout qui d'écriture, donnent, qui de donnent lyrisme. confiance à leurs enfants. C'est pas, je pense, j'ai pas d'enfant encore, mais je crois que le meilleur truc qu'on puisse donner à un enfant, c'est la confiance, non? Hmm, Je sais pas, c'est pas de Peut-être foutre de sa gueule, tu vois. Pas trop en donner parfois. Si, franchement, je crois que vaut mieux avoir un gosse qui a Non, trop si. confiance en lui. Bien sûr. Et puis après, de toute façon, il aura toutes les occasions de perdre un peu confiance dans la vie, tu vois. On va pas se mentir. Oui, c'est vrai, c'est assez cruel. Vaut mieux partir avec une jauge Ouais. élevée, tu vois. Quitte à être un peu hautain. Hmm. Mais après, quand tu vas te prendre les baffes de la vie, tu vas redescendre à un niveau normal, Et à la correct. fois, tu les comprends pas du coup. Mais bon, faut pas non plus défoncer son gosse. Parce Non. que c'est horrible comme process. Moi, Il vaut mieux. D'ailleurs, pour reparler de ton père, Ouais. justement, c'est cohérent avec sa façon qu'il a de travailler avec ses auteurs. Mm. J'ai adoré le fait qu'il soit hyper doux et bienveillant dans ses retours. Enfin, vraiment, il y a un truc de. Moi, je ne fonctionne pas à la critique et au Non, cassage, voilà, tu vois. Je suis d'accord. Et en fait, il est hyper positif. Et à chaque fois, il nous dit bon, là, à un moment donné, là, vous êtes planté, mais je sais que vous allez résoudre ce truc, vous allez le faire. Et alors, toi, tu sais même pas comment tu vas le faire, mais du coup, il te donne confiance. Ouais. Et du coup, tu sais. Je pense que là, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Et ça doit être pour ça qu'en ce moment, je doute. Appelle-le. On l'appelle. Olivier, Tu veux je qu'on vais t'appeler. l'appelle? Ce serait fou. J'ai pas de réseau, c'est trop dommage. Ah, j'ai du Wi-Fi, mais je pense pas qu'il soit assez. Je suis pas sûre qu'il ouvrirait WhatsApp. Je peux essayer de l'appeler en WhatsApp. Ah, si, on peut. Ok, alors. Attends. Qu'est-ce qu'on va lui Est-ce dire qu'il va répondre? Si, on va juste parler de ça, de cette confiance. Ça va Je être suis bien. pas sûre qu'il réponde. En WhatsApp, en plus, j'ai peur qu'il sache pas comment ça marche. Je vais te dire. Quand même. Bah ouais, mais bon, tu sais, il est âgé. Hein. Je rigole, le pauvre. Le pauvre. Alors attends. Déjà, je mets le Wi-Fi. Hop. Ah, mais je peux peut-être l'appeler en. Bah oui, non, mais en comme ça, quoi. En normal.
Pourquoi ça se connecte pas? Dans le réseau passe par... Par le Wi-Fi? Pour le dernier épisode de la réplique, c'est extraordinaire ce qui se passe, mesdames et messieurs. Nous allons tenter un appel. Mais est-ce que je l'appelle comment je l'appelle en fait? En normal. FaceTime. Ah, FaceTime appel. MDR. Mais je dis Nous quoi? allons appeler un des plus grands réalisateurs Pas du français. tout. On va reparler de cette histoire de confiance. Mais qu'est-ce qui se passe là? Allô? Pas du tout. Rien qui marche. Ça va être un échec. Une catastrophe. Ça va être un... Ah, échec de l'appel. Alors attends, je vais essayer sur WhatsApp. Appel vocal. Mais je sais même pas où il est là. Ah. Déjà, sa photo de profil, c'est son chien. C'est vrai. Parce que mon père est un homme... Ouais, Poulette, ça va? Ça va, papa? Ouais, très bien. Je suis dans un podcast avec Ambre. Ouais, je sais. Olivier, vous êtes en direct devant des millions de téléspectateurs. Pas du tout. Non, c'est vrai, je suis en direct. Là. Ouais, t'es en direct. On dirait que c'est enregistré, vu que c'est un Bah, podcast. c'est enregistré, tu Ah, peux c'est dire enregistré, des mais dingueries, mais pas trop. Bon, alors. Non, rien. On était en train de parler de la confiance que les parents donnent à leurs enfants. Ouais, tout à fait. Et voilà, je disais que toi et maman, vous m'aviez donné beaucoup confiance dans le fait que je pouvais faire ce métier-là. Et Mhm. Ambre me disait que dans le fait de travailler avec toi, tu étais quelqu'un qui donnait vachement confiance aux scénaristes et aux équipes parce que tu n'étais pas quelqu'un qui critique, tu étais quelqu'un qui voyait le positif chez les gens qui écrivent et tout ça, tu vois. Ouais, mais j'ai changé. Hein. Je suis vraiment, je suis devenu maintenant hyper beaucoup. Enfin, je suis très dur maintenant. Je supporte pas les incompétents et tout. Donc ça, oui, j'ai été comme ça avant. Maintenant, c'est Mais fini. Olivier, ça C'est chouette. m'arrange pas du tout. Je sais. Parce que je disais à Enya, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Et là, en ce moment, j'étais en perte de confiance. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on l'appelle. voilà, il faut que tu me dises quelque chose. Bon, Là. en faire de confiance. Mais non. Il faut. Tu parles du film qu'on fait ensemble. Bah ouais. Là, Ouais, mais tu sais, c'est long un film, tu le sais bien. Donc voilà, là, c'est vrai que là, ça commence à faire un peu long, mais bon, écoute, on va y arriver. De toute façon, le but, c'est d'y arriver. Donc vous avez la confiance de la Gaumont, donc il n'y a pas de problème. De la Gaumont. J'adore les gens qui disent ça. La Gaumont, la vieille maison. Mais non, oui, effectivement, c'est important de donner confiance, enfin, de toujours motiver les gens, en fait. Ça sert à rien de les casser pour rien, en fait. Voilà. Quand ça va pas, il faut le dire de manière intelligente et avoir des arguments. Mais oui, moi, j'ai toujours été comme ça avec Enya et avec Boris. Bon, bah, je vais vous laisser. Hein. Papa, il a pris le podcast. Pour la saison 2. Et donc, vous savez, en 1964, quand je suis né... Est-ce mais que. écoute, voilà, oui, non, c'est hyper important, en tout cas, de rassurer tes enfants, quel que soit le métier, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le cinéma. Hein. Le cinéma, c'est dur, mais il y a d'autres métiers qui sont tout aussi durs. Et il faut les encourager, en tout cas, dans leur voie. Mais c'est le rôle des parents. Amen. Merci, Olivier. Merci, Est-ce que tu Olivier. accepteras de venir dans la saison 2? D'accord, pas de problème. Je viendrai avec plaisir, tu le sais bien. Alors fais gaffe, Il il m'a dit tout le l'air- temps oui, il dit oui à tout le monde, mais il vient oui. jamais. Non, Fais mais gaffe. avec Ambre, je viens. Tu vois, il y a des gens qui disent oui, mais j'y vais pas. Mais Il y a des petits Ambre, gâteaux. Il y a Je des viendrai, petits gâteaux. évidemment, À tous les plaisir. gens qui nous écoutent, je m'excuse pour lui, pour tous les gens à qui il a dit oui et qu'il est jamais venu. Oui, ça va, mais des Il est fois, occupé. la vie fait que, voilà, ça, c'est pas possible. Donc voilà. Je plaisante. Mais ouais, je sais que tu plaisantes. Bon, merci, Olivier. Je sais bien. Merci Olivier. Merci infiniment. Merci Anya, merci Ambre. Allez, bisous. À bientôt. Bisous. Ciao. Mais nous, on est à la maison, là. Ça n'a plus aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce... On remet ce casque ou quoi? Je sais pas si j'ai envie de le remettre. Non, moi non plus. Il me pète tu sais la- quoi il me pète la En gueule. fait, il est c'est- sympa. Il est trop c'est sympa, mon n'importe père. quoi, Franchement, j'ai de la J'ai- chance. Il est grave sympathique. C'est grave. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Il y a des gens, ils sont pas sympas. Lui, il est sympa. Bon, voilà. Ça a toujours roulé entre vous? Ouais. Ou genre, il y a eu la crise d'ado et compagnie? Non, j'ai eu la crise d'ado avec ma mère, la pauvre. Franchement, elle a été patiente et elle a pas. Mon père, il avait vraiment, tu sais, dans les enfants de parents divorcés, t'as toujours le rôle de la mère. Ah, ils sont divorcés. Ouais. Ok. Donc le père cool, qui t'emmène à Disney et qui se tape que un week-end sur 2 et les mercredis où il y a pas de devoir à faire. J'exagère, mais c'est un peu pour être sympa avec ma mère que je dis ça parce que ma mère s'est vraiment tapé voilà, la Pour ton père, scolarité. il a rien foutu, quoi. Non, Mon mon père, père, on va cracher sur lui, Super. m'a amené plein de choses, mais on va pas se mentir, c'est ma mère qui a fait voilà mon quotidien, mes études, ma scolarité, les devoirs, les trucs relous de l'éducation. La C'est charge beaucoup ma mère. mentale. La charge mentale, exactement. Et du coup, voilà, ma mère crise d'ado. En plus de ça, elle s'est tapée la crise d'ado. Donc ouais, ça a été un peu dur pour elle, mais bon, voilà, on est plus proches que jamais maintenant. Et Bon, donc parfait. c'est cool. Puis tu peux leur faire passer des messages dans tes films. Ça, c'est pratique. Exactement. Ah bah du coup, ma pauvre maman, il y avait même pas le rôle d'une mère dans mon film, donc elle s'est vraiment dit le message étant que bon, il y a pas de daronne quoi. La daronne dans le film, elle est au Mexique en train de boire des cocktails. Mais je lui ai dit c'est rassurant, ça veut dire que j'avais peut-être plus de choses de compte à régler avec les autres membres de ma famille qu'avec ma mère, donc c'est cool. Et est-ce que toi, tu aurais une question pour le ou la prochaine invitée? C'est qui? vient... Ben, je sais pas. Tu sais pas qui c'est? Bah non.
On reprend à la rentrée, là, c'est les vacances, là. C'est mon père, ça se trouve. Ce serait hilarant. J'ai une question pour le prochain invité. Alors attends, putain, on m'avait prévenu de ça, mais j'ai vraiment pas réfléchi. C'est pas grave. Ah oui, si, j'ai une question. J'aimerais savoir, c'est toujours des invités qui font un peu ce métier-là ou qui sont dans le monde du cinéma ou de la télé ou de l'écriture? Acteurs, actrices, principalement. Ok. T'as vu, je me suis vachement renseignée. Moi-même, je suis pas sûre de ma réponse. Non, en plus, j'ai regardé des épisodes de ton podcast pour de vrai. C'est ça. Je te jure. Non, j'aimerais savoir si le prochain invité, est-ce qu'il compte faire ce métier toute sa vie ou est-ce qu'il pense qu'à un moment de sa vie, il aura envie de faire autre chose? J'espère que ce sera ton père qui viendra. Bah, ça peut. Non, mais tu vois, mais c'est une question que je trouve intéressante parce qu'en vrai, il y a plein de gens, j'entends de plus en plus de gens, même de jeunes autour de moi, qui me disent non, mais bon, moi, je ferai peut-être pas ça toute ma vie. Je pense qu'il y a un truc. Du coup, il y a une détente et c'est cool de pas en faire un. Ouais. Non, tu mets trop de pression peut-être sur la carrière. Je pense qu'il y a une détente et puis il y a aussi peut-être un recul qui est cool vis-à-vis de ce métier-là aussi, tu vois, de se dire qu'en fait, parce que tu sais, quand tu bosses dans ces boulots-là, je trouve c'est tellement passionnel que ça devient ton identité presque. Ça devient, t'en parles tout le temps. Enfin, moi, je sais que Et tu t'autorises pas à faire autre chose. Non. Genre, c'est mal vu si tu. Ouais. On dirait que tu renonces alors qu'en fait. Exactement. Si j'ai envie de devenir agent immobilier. Exactement. Moi, j'ai une de mes meilleures copines qui est assistante et elle adore son métier. Elle est assistante mise en scène sur des tournages. Elle est hyper douée. Et parfois, elle me dit peut-être un jour, je sais pas, je serai fleuriste ou je tiendrai une boutique ou j'irai vivre dans le sud ou je sais pas quoi. Et alors qu'elle est jeune, tu vois. Et je me dis, en fait, je trouve ça cool de se dire qu'il y a autre chose à part ce métier-là. Il y a pas, parce que c'est un microcosme qui peut rendre un peu fou, tu vois, où tout le monde se connaît, c'est un petit milieu. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de compétition. Et je trouve ça chouette, les gens qui arrivent à se projeter aussi dans un ailleurs que dans ce métier-là. Moi, pour l'instant, c'est pas mon cas, tu vois. Je saurais pas dire si je pourrais faire autre chose. Mais je pense que tu vois ce métier-là, t'abordes ce métier-là d'une manière vraiment peut-être intéressante si tu te dis je ferais peut-être pas ça toute ma vie. Pas mal cette leçon. C'est la leçon du podcast avec Enya. Et est-ce que tu as réfléchi à une réplique culte? Oui, mais alors tu sais quoi, je vais l'avoir oublié maintenant. Non, je l'ai retrouvée tout de suite. Le suspense n'a pas duré si longtemps. C'est Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. C'est la phrase donc c'est Thierry Lhermitte qui dit ça dans non pas du tout dans Le Père Noël est une ordure, qui est donc vraiment ces répliques là avec Martin, on a vraiment faut bien la dire quoi. Ouais, Thérèse n'est pas moche, mais elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Il le dit bien mieux que moi, hein. mais non, en fait je trouve que les textes du dîner de con, du Père Noël est une ordure et les textes de Rien à voir de Bakri et Jaoui sont vraiment deux univers avec Martin dont on est fan absolu. Et on trouve que vraiment, et enfin pas que nous, tout le monde trouve que ces répliques sont folles. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail sur les punchlines qui est fou. Il y a des répliques qui deviennent cultes. Et pour que des répliques deviennent aussi cultes pendant des années, c'est que l'écriture est folle, quoi. C'est clair. Et tu vois, quand on tourne Fleur Bleue, parfois on se regarde le matin au maquillage avec Martin, on se regarde des vidéos des visiteurs, du dîner de con, tu vois... de scènes de, je sais pas, Le Goût des autres. C'est Le Goût des autres? Putain, j'ai peur là. Cuisine interne, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Moi, je suis pas la meilleure personne pour les classiques mais si, c'est Le Goût français. des autres avec Bakri, bien sûr. Oui, bien sûr. Et on regarde, bref, des répliques de gens qu'on aime et on se dit, tu vois, comment il dit ça, comment il met le ton là, comment il met un petit blanc derrière cette virgule et on adore je sais pas, tu sais. Et c'est fou parce que je crois qu'on s'était déjà posé la question dans ce podcast. Tu te demandes s'ils ont conscience à ce moment-là que ça va devenir culte ou... Enfin, en tout cas, comment ils trouvent cette musique ou est-ce que je pense que ça se travaille un peu comme du théâtre? Ouais, je pense. Genre, tu l'as répété 15 000 fois et tu sais. Mais moi, je sais pas comment si tu sais comment que ça va devenir culte. Je pense que tu sais que ça te fait marrer toi et que c'est bien, que ça sonne bien. Tu sens que c'est la bonne phrase de la scène. Ouais, mais nous, on a des phrases. Je sais pas d'exemple là, mais je sais qu'on a eu des phrases dans Fleur Bleue qui sont vachement revenues dans les commentaires. Tu vois, les gens mettaient entre guillemets la phrase. Même qui quand tu les écris, marrer. tu sais un peu quand même. Tu sais que t'as une punch. Tu sais que t'as une punch, mais tu sais pas si c'est celle-là qui va, tu vois. Et nous, on a eu des surprises parfois sur des épisodes où on se disait, putain, cette phrase, les gens, ils ont adoré cette phrase, quoi. Ils la remettent partout. Et en l'écrivant, on pensait que ce serait l'autre phrase, tu vois. Donc, c'est marrant, les gens. C'est comme quand tu fais un film, t'as des scènes où tu te dis, là, ça va rire, ou des blagues, tu te dis, ça va rire, et ça rit pas là, et ça rit à un endroit où tu t'imaginais pas que ça pouvait rire. Ça, c'est ce que je préfère. Le petit rat. C'est quoi le petit rat? Ah oui. Le petit rat l'automne. Putain, le petit rat, ouais. Le rat, ouais, ça rigole pas mal. Ah ouais.
Bah, en même temps, c'est drôle d'avoir un rat de compagnie. Avec ma pudeur sur ce sujet, c'est vraiment le seul retour que je t'ai fait sur ton film. En me disant, on va en parler grave. En fait, on n'a pas du tout parlé de l'essence du film, et à la fois, j'ai pas envie de le spoiler pour les gens qui l'ont pas vu. Mais non, mais j'espère que ça t'a pas trop déprimé, quoi. Non, parce que justement, bon, alors vraiment, à l'époque où il est sorti, c'était pas possible. Et j'étais au cœur de ce que toi, t'as vécu en 2016, j'imagine. Et du coup, en plus, tu m'avais invité à l'avant-première et tout, je voulais trop, enfin, une projection, je sais plus laquelle. Et je voulais trop la voir, mais c'était pas possible. Bah non, il faut pas trop de gens à voir des films qui, tu sais, qui vont te mettre mal. Et à la fois, je pense que ça aurait été, en fait. Parce qu'en effet, tu as abordé le sujet du suicide assisté et de la fin de vie d'une façon... en tout cas, tu as réussi le pari que tu t'étais auto-lancé. Et donc, s'il y a des gens qui, comme moi, ont peur de voir ce film parce qu'ils sont touchés de trop près par le sujet, n'ayez pas peur. Vraiment, faites confiance à ce dos. Et en plus, au-delà de ça, j'ai peut-être eu 2 moments où je me suis un peu laissée déborder et je me suis identifiée. Mais sinon, c'est complètement un bijou à part et je suis pas partie... en fait, comme t'as pas la technique du tire-larme, enfin, t'as pas eu envie de... J'ai l'impression que tu joues pas sur le... c'est même pas une impression, c'est sûr, tu joues pas sur le pathos. T'es pas en train de nous forcer à chialer, être là, tiens, ça te rappelle des trucs. Il y a vraiment un équilibre parfait et une saveur dans l'écriture et dans le jeu et dans l'équilibre entre les personnages, parce que chacun a son parcours, ça ne parle pas que de ça, évidemment, mais ça parle de vivre ensemble et surtout des non-dits et de comment... tous ces secrets qui peuvent créer des petites situations, des quiproquos, des machins. Et c'est hyper équilibré, que ce soit dans le jeu, dans les sujets abordés, et en plus, à l'image, il y a quand même des images très fortes. Il y a des moments qu'on retient. Moi, je retiens vraiment les moments avec les gens du voyage. Je pense que ça revient souvent. Grave. Le parallèle est fou. Je trouve que c'est trop bien trouvé. Et je n'en dirai pas plus, mais la voiture, c'est trop bien. Ouais, la voiture. Donc tout ça fait qu'on reste dans un truc léger et à la fois crédible, sans... t'as pas non plus sorti le nez rouge pour surtout pas qu'on pleure, machin, mais il y a un truc qui est fin, équilibré, qui fonctionne, quoi. Donc merci beaucoup, merci, ça me touche, c'est gentil. Donc allez voir ce film quand je sais pas où il sera. Tu as fait une belle promo là, vraiment, tu me l'as très bien vendu, ça me fait plaisir. En plus, du coup, je l'ai vu tu me l'as envoyé parce que moi j'ai pas pu le voir au cinéma. Donc merci encore de m'avoir fait confiance. Avec plaisir, c'était un lien craqué sur internet. Tu recevras une amende Adopi dans pas longtemps. Et du coup, donc je l'ai vu il y a 3 semaines, 1 mois, et j'aurais trop aimé te recevoir le lendemain, comme ça les émotions auraient été un peu à chaud, mais c'est vrai que oui, c'est exactement ce que tu dis. Avec Martin, on a essayé de jamais être tire-larme, mais jamais être potache ou trop gaguesque, tu vois. C'était un peu c'était la mission. C'était de dire, faut qu'on soit sur un fil tout le temps et que ça fasse rire, que les moments de rire viennent désamorcer les moments trop graves, et en même temps que les moments trop graves soient des moments du quotidien, que ce soit pas des moments avec trop d'artifices de drame, parce qu'on n'aime pas ça, on a envie d'y croire, en fait. On n'a pas envie de devoir expliquer au spectateur quelle émotion il doit ressentir à ce moment-là. Donc ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que c'était vraiment l'objectif principal, c'était d'essayer de faire une comédie où tu pleures et tu ris, mais tu ressors un peu bien, quoi. Ouais. T'es pas traumatisé. Il n'y a pas une scène qui revient tout le temps, tu es là, oh mon Dieu, non. Normalement, non. Ouais. Normalement, tu ressors, j'espère, assez positif, quoi. Ouais. Tu t'es content d'avoir fait partie du groupe de cette espèce de famille dysfonctionnelle pendant 1h30. Exactement. 1h35, exactement. 1h35. Merci, Enya, d'avoir accepté mon invitation pour ce dernier épisode. Bah ouais, je suis trop contente. Qu'est-ce qu'on t'a goûté, les trucs là? Je vais manger ça, mais j'attendais parce que j'avais peur de croustiller. Moi aussi, j'ai envie d'en goûter un. Qu'est-ce que je vous dis, mesdames et messieurs? C'est fini. Les auditeuristes, c'est terminé. De toute façon, là, je dis ça, mais en fait, vu que ça va être diffusé en août et qu'on va reprendre, mais en fait, il n'y aura pas vraiment de pause. Mais c'était quand même la fin de la saison 1. J'espère que ça vous a plu. Tu vas partir en vacances? Bien sûr. Où ça? Oh là là, ça part en Corse. Ah ouais, oh là là. T'es corse, toi? Pas du tout. T'as une tête de Corse? Non. Je suis espagnole, voyons. Ah ouais, ok, c'est pour ça. C'est un peu la même. C'est la Méditerranée, quoi. Je vais faire ça, je vais faire une randonnée surtout. Je vais me couper du monde. Couper du monde pendant. Mais pas en Corse. Mais bref, ça, c'est une autre histoire. Je ferai un podcast sur mes vacances si ça vous intéresse. Toi, tu pars? Elle fait de la SMR. Moi, je pars en résidence d'écriture avec Martin Darondeau. Ça, c'est pas des vacances. Non, mais c'est un peu des vacances parce qu'on va bien rigoler.
Mais après, je pars... non, parce que je joue dans quelque chose au mois d'août. C'est un secret. Il faut que tu saches, même si c'est le dernier podcast de la saison, c'est un podcast avec plein de premières fois. J'ai quasiment jamais mangé pendant le podcast. Et alors ? J'en ai plus rien à foutre. Là, c'est horrible pour les gens qui nous écoutent. J'ai pas mal de notes. Les gens qui nous écoutent, là, ils ont le seum contre toi. C'était super. Moi, je trouve ça super. J'ai hâte de voir la saison 2. Moi, j'ai hâte d'avaler ce morceau de gâteau trop sec. Et j'ai hâte surtout de savoir qui va répondre à ma question. Ton daron. Ouais, franchement, c'est possible. Hein. S'il vient pas, c'est moi qui le fais. Bah, va Je chez vais lui. m'auto-interviewer. Donne son adresse. Tiens, avec ton micro. Trop bizarre. Coucou. Bon, et bien merci Enya. Merci à toi. Vous pouvez retrouver la réplique sur toutes les plateformes, bien sûr, ainsi que sur YouTube. Et moi, je vais partir en slam. Pas du tout. Oh, vas-y, je Et t'écoute. bonne app. Et à bientôt Bon, ces pour de petites nouvelles framboises. aventures. Qu'est-ce qu'elle dit ? Très bon, ces petites framboises. Et ciao. Ciao.